Depuis tout petit, on joue ensemble et maintenant on est en concurrence carrée. Avant de commencer l'interview sur l'économie du football, j'aimerais vous parler de Grégory Ayem qui a fait une performance remarquable à la Kings League. Vas-y, dans tous les cas, elle connaît quoi au foot, elle? Je préférais le foot quand il n'y avait pas d'argent en jeu, en vrai. Il y a aussi les joueurs libres. Lui, 40 millions, c'est tout ce qu'il vaut. 40 millions, c'est ce qu'il vaut aujourd'hui, il va partir libre en janvier. Tu as 0 transfert. Par contre, tu peux avoir un très gros salaire. 50 millions. 50 millions. Vous rigolez là. 70 millions, il signe le contrat demain. On vous rappellera. Échec et maths. Il a pris aucun de nous, la carré. On se faisait lire pour ça, là? Les footballeurs, vous êtes vraiment bêtes comme vos pieds. Vous êtes des produits. C'est ça l'économie du football. Scène 1. Bonjour Loaï. Bonjour. Tu vas bien? Très bien et toi? Ouais, ça va, merci. Et en plus, comme hier, Paris a gagné, je vais très bien. Ouais. Ouais. Ah, tu supportes Paris? Bah oui. Ok. Et toi? Moi, je Tu peux supporte dire où? Non, en vérité, non. J'arrive à aimer toutes les équipes. J'aime le Ok. foot, moi. Bon, même si j'ai dit ton prénom, est-ce que tu peux te présenter? Comment tu t'appelles? D'où tu viens? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je m'appelle Loya Bashi, Ok. j'ai 23 ans et je suis agent FIFA. Ok. Donc j'accompagne des joueurs, des coachs, aussi des clubs, mais on aura l'occasion d'en parler, sur des sujets sportifs et financiers. On a tous découvert le football d'une manière ou d'une autre, que ce soit grâce à nos parents, les amis, la télé, etc. Comment t'as découvert ce sport en fait? Oh, je pense comme tout le monde. Hein. Je pense comme tout le monde dès le jeune âge. Ok. Honnêtement, moi j'ai un père qui est fan de Marseille et mon grand frère est fan de Paris. Ah oui. Donc dès le début, j'ai baigné dans ça et puis ouais à l'école comme tout le monde, à l'école, au collège, lycée. T'as grandi dans quelle ville? À Cergy, dans le Val d'Oise, Ok. dans le 95, ouais. Et est-ce que t'as toujours été agent ou tu faisais déjà quelque chose avant? Non. Moi, je viens de la finance de base. Donc, j'ai eu un parcours académique qui se rapproche de la finance. Après, j'ai eu 2-3 expériences plus précisément dans le monde des fonds d'investissement. Ok. Ah oui. Donc, c'est un peu mon métier, c'était un peu comme qui veut être mon associé. Ok. En fait, on recevait des entrepreneurs. S'ils avaient un bon projet et après, on les soumettait en haut, quoi. Mais on analysait les projets et on finançait des startups. J'ai eu une expérience dans des startups en Afrique. C'était un fonds qui était destiné à des startupeurs africains. Et j'ai eu une autre expérience dans un fonds d'investissement qui était dont la thèse était d'investir dans les meilleurs jeunes étudiants entrepreneurs. Ah, on n'a pas n'importe quel agent là. Ouais, non, c'était une bonne expérience. Honnêtement, Ouais. c'est très formateur. Donc donc j'avais un parcours plus finance et donc j'ai commencé à parler avec des joueurs, des clubs sur des sujets financiers. Et après, il y avait tellement de bons échanges et c'était tellement constructif qu'on s'est mis à réfléchir sur des sujets sportifs. Ouais. Et donc, pour être bien équipé, j'ai passé ma licence FIFA. Ça veut dire que t'as pas du tout joué au football? J'étais pas joueur, non. Est-ce que des fois c'est dur de t'entendre avec ton joueur et de le comprendre sur tous les aspects qu'il traverse quand t'as pas été toi-même un joueur de football? Je pense pas parce que, certes, il y a des choses que lui va ressentir où je vais peut-être pas pouvoir un peu voir ce qu'il dit. Mais en fait, Comme ça quoi ouvre. par exemple? Il y a des fois après un mauvais match. Ok. Après un mauvais match ou des problèmes un peu du vestiaire. J'écoute, je donne mon avis, j'accompagne. Mais c'est sûr que si j'avais été en club et si j'avais monté un peu les gammes comme le joueur avec qui je parle, peut-être que j'aurais eu plus de support à lui donner. Mais de l'autre côté, si j'ai un parcours différent, techniquement, je lui apporte quelque chose qu'il a pas. Clairement. Voilà. Tu comprends mieux les contrats, j'imagine. Exactement. Et encore plus d'aujourd'hui, dans le foot d'aujourd'hui, je pense que les joueurs, ils attendent quand même de nous d'être force de proposition sur des sujets importants pour eux, que ce soit les contrats, la recherche de clubs, sur les sponsors, sur la gestion de la patrimoine. Déjà préserver le patrimoine, ensuite le développer. Donc Là, ça c'est plus pour l'après-carrière, j'imagine. Ouais, mais maintenant tu vois bien les joueurs, ils commencent à réfléchir dès maintenant, dès le jeune âge. On a des joueurs qui veulent plus être que des sportifs, Ah ouais? mais aussi, bien sûr, il y en a plein d'autres. Il y a beaucoup de joueurs aujourd'hui qui sont à un âge vraiment pas âgé, quoi. Ils sont vraiment encore au top de leur forme, mais ils sont aussi, on le sait pas forcément, mais ils sont aussi investisseurs, ils sont entrepreneurs, ils sont modèles pour certains, pour certaines. Donc non, ils réfléchissent aussi sur des sujets hors sport. C'est peut-être là où du coup moi je peux apporter par rapport à quelqu'un qui n'a fait que du foot aussi, tu vois. Donc on s'apporte aussi. C'est ça, carrément, quand on était au Parc des Princes. Ouais. T'avais vu que moi, je recherchais peut-être plus un profil qui avait de l'expérience, qui était beaucoup plus âgé. Ouais. Et quand j'ai parlé avec toi, j'ai directement vu qu'en vrai, je pouvais te prendre toi. Et je t'avais sous-estimé et j'ai fait ce que j'aimerais pas du tout qu'on me fasse. Bien sûr.
me juger à partir de mon âge, alors que t'as l'air d'avoir plus d'expérience, t'as l'air d'avoir de la connaissance sur la finance, sur l'économie. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut Donc, pas se fier aux idées reçues. Ouais. Surtout dans le, bon, je vais pas répéter, on parle pas d'âge, mais en vérité, c'est vrai. C'est en vrai, maintenant, on regarde qu'est-ce que tu peux proposer sur la table. Ouais. On s'en fout d'où est-ce que tu viens, si t'es un homme, si t'es une femme, si t'es jeune, si t'es vieux. Est-ce que tu peux vraiment apporter de la valeur? Si oui, bon, bah, go, tu vois. Bon, bah, t'es le premier non-sportif que j'invite ici. C'est un privilège, j'espère que tu le sais. C'est un honneur. C'est un honneur. Je serai le premier. T'es le premier C'est non-sportif. parfait, ça me On va va. parler de l'économie du football. Ouais. Et du coup, là, on a compris pourquoi t'es légitime déjà d'en parler. Ma première question, c'est une question très cliché parce que le football, il y a toujours des critiques sur ce sport. Ouais. Est-ce qu'il y a trop d'argent dans le football? En vérité, non. Ok. En vérité, non. Moi, je peux comprendre qu'il y a certaines sommes qui peuvent choquer par rapport à la réalité que ce que les gens dans le commun gagnent. Mais en vérité, non, parce que le football, c'est pas qu'un sport. Donc nous, on dit le football, mais aujourd'hui, le football, c'est pas un sport. Ok. Le football, c'est un sport, c'est aussi un moyen pour faire du soft power. C'est de la politique. Est-ce que tu peux expliquer pour ceux qui savent pas, c'est quoi du soft power? Le soft power, c'est tous les éléments qui vont alimenter une stratégie d'image. Ok. C'est comment tu vas faire rayonner ta marque à l'international via des modèles d'influence. Donc par exemple le soft power américain, c'était les films hollywoodiens avec les récits qu'on connaît, les scénarios. Donc aujourd'hui le football, c'est aussi pour certains clubs, certaines personnes, voire certains États, on en pourra en reparler, mais c'est plus qu'un outil de sport. Et donc aujourd'hui ça ramène beaucoup d'argent, mais parce que il y a des médias, parce qu'il y a des investisseurs, parce qu'il y a des marques. Et on a aussi maintenant des États. Donc, en vérité, quand on prend vraiment le football dans sa globalité, non. Ouais. Et je pense qu'il y en aura encore plus. Est-ce que tu penses, toi, que c'est plus les personnes, du coup, qui connaissent pas, du coup, l'aspect football, tous les aspects qu'il y a autour du football, qui vont se dire qu'il y a trop d'argent, ils sont payés que pour courir derrière un ballon, etc. Ouais, mais parce que je pense qu'il s'attarde à l'acteur principal qui est le joueur. Mais bon, si un joueur il gagne tant, c'est parce qu'il va ramener aussi beaucoup d'argent à une marque, et cette marque elle va donner l'argent au club parce que le club va lui donner aussi de la visibilité. Donc en fait il y a plein de paramètres, mais celui qui en paye les frais c'est le joueur, parce que quand on est assis dans nos canapés, on regarde le match, bon bah c'est les 22 personnes qui sont sur le terrain qu'on va juger. Mais bon, il y a des sujets bien plus grands que juste du football aujourd'hui. De quelle façon l'argent est venu dans le football? Il faut revenir au 19e siècle, voire au 20e plus 19e. À la base, le sport, c'était du football en tout cas, c'était un plaisir des aristocrates anglais. C'était un milieu un peu élitiste. Voilà, Ouais, clairement. Ça avait une mauvaise image d'être payé pour ça. C'était un sport noble, c'était une activité noble. Se faire payer pour ça, ça enlevait la pureté de l'action. Pourquoi exactement? Bah parce qu'ils n'avaient pas besoin de ça pour vivre. Donc ils jouaient pour le plaisir et pour l'honneur. On ne devait pas faire rentrer des moyens pour vivre ou pour manger. On n'allait pas se faire payer au football pour manger. Ils étaient déjà très bien lotis, ils vivaient très bien déjà. Du coup, la première fois qu'on a payé un joueur, c'était quand? Au début, c'est les facs anglaises, dans les campus qui jouaient un peu au foot. Ils sont commencé à s'affronter un peu partout dans le pays. Donc en fait, ils ont créé la fédération anglaise pour un peu régner les compétitions, faire les tournois. Exactement. Les équipes, en tout cas, qui venaient du nord de l'Angleterre, qui étaient du coup des classes plus ouvrières. C'était des gens qui étaient dans les mines, qui étaient des maçons, qui étaient des ouvriers, dans les usines. Ouais. Voilà. Bon bah eux, ils pouvaient pas se permettre de rater ces heures de travail, et donc on les compensait avec de l'argent. Et donc c'est comme ça qu'on est arrivé à une situation où on était payé pour jouer au football. Et du coup, c'est en fait l'arrivée des classes populaires dans le football qui a fait que il y a de l'argent en fait. Du coup. Parce que c'est devenu une activité dont on pouvait pas se passer sans argent. Est-ce que du coup, le refus de rémunérer dans le sport, dans le football, tu penses qu'ils pouvaient faire passer ça pour une histoire de morale, alors qu'en fait, ils voulaient peut-être rendre le sport inaccessible aux classes populaires, à ceux qu'ils estiment être en dessous d'eux? Bah, je pense que ça dépend comment on le voit. Eux, ils le voyaient pas comme un travail. Je pense que ça part de là. À partir du moment où tu vois comme un lobby, bon bah t'as pas besoin d'être payé pour. Ceux qui sont arrivés, ils jouaient pour gagner parce qu'on les ramenait pour qu'ils gagnent les matchs. Et dans ce cas-là, à partir du moment où tu es là pour gagner et tu repars chez toi, bon bah ça devient un travail. Et à partir du moment où ça devient un travail, bon bah forcément ils ont négocié et puis c'était obligé. Au début même, ils étaient payés en secret. Au début, ils étaient payés de manière discrète. Et bon bah après voilà, à force des matchs, des compétitions, il y avait des prix, etc. Et donc là, il fallait payer, et il fallait faire en sorte que les gens qui travaillaient et qui jouaient en même temps pouvaient vivre. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'en fait, on pouvait voir que des gens qui appartiennent à une certaine classe sociale, donc la noblesse, la bourgeoisie, pouvaient jouer au même sport que ceux qui viennent de quartiers populaires. Et du coup, ils se rassemblaient. Ouais.
Et ça veut dire que ça rejoint en fait à ce qu'on voit même aujourd'hui, que tu peux voir celui qui vient de Bondy ou celui qui vient de Montfermeil devenir super riche, à arriver à des endroits où il y a du coup des personnes qui ont plus eu l'argent de maman et papa, etc. être au même endroit en fait. Bien sûr, bien sûr. Maintenant, oui, pendant 2 heures sur un terrain, maintenant tout est faisable et on peut rencontrer des gens de différents milieux sociaux, de différents âges, de différents sexes. Donc oui. Je pense que c'est à partir de ce moment-là que ça a commencé l'ascenseur social du football. Voilà, c'est ça que je me dis. En fait, là, on est en train de voir aussi que depuis longtemps, en fait, les classes populaires, elles voyaient le football comme un moyen, du coup, de sortir de la pauvreté, de sortir de la misère, quoi. Oui, bien sûr, parce que on en reviendra, mais ce déclic-là, c'est quand il a commencé à avoir beaucoup d'argent dans le football. Et quand il y a eu beaucoup d'argent dans le football, c'est quand les marques et les sponsors sont arrivés. Entre payer quelqu'un quelques francs et payer 222 millions d'euros pour un transfert entre le Barça et le PSG, il y a quand même un grand écart. Comment l'argent et même la considération envers l'argent, ils ont progressé au fil du temps dans un milieu qui de base diabolisait la rémunération? Pour te dire, au début, il y avait que des matchs. Il n'y avait pas d'argent. Après, ils ont commencé à mettre les billetteries. Ça ramenait des gens sur le terrain, du coup, ils ont commencé à faire la billetterie. Et donc, tu payais. Et l'équipe a voulu gagner, donc elle prenait les meilleurs joueurs. Elle commençait à payer. Après, quand on pouvait acheter un ticket pour se rendre dans le stade, il y a eu des marques qui ont commencé à vouloir apparaître sur les tribunes. Exactement. Donc il y a eu les sponsors. Les marques sont arrivées. Il y a eu encore plus de personnes, Il y avait tellement de gens qui pouvaient pas se rendre sur le terrain, qui devaient regarder depuis la télé. Et donc on a eu les droits TV. Et c'est comme ça que c'est monté au fur et à mesure du temps. Et à partir du moment où il y a les droits TV, c'est là où ça a explosé. Tous les clubs, du coup, étaient des associations auparavant. Et du coup, ça veut dire qu'on passe à un modèle un peu plus entreprise, vu qu'il y a de l'argent qui rentre dans le football. Bien sûr, on change la logique. Avant, on avait une structure pour faire tourner l'effectif, tourner le club. Maintenant, avec un modèle entreprise, on fait en sorte que le club devienne rentable. Et quand on passe d'un modèle associatif à un modèle plus entreprise, qu'est-ce qui va changer dans notre manière de gérer un club? Genre, en fait, qu'est-ce qui est normal aujourd'hui? Nous, on va voir dans les news, je sais pas, que tel président a fait ça, c'est normal pour nous, alors qu'avant, c'était pas du tout le cas, vu que du coup, on était une association. C'est simple, il faut rentrer dans les clubs, et en fait, tu regardes l'organigramme des clubs, maintenant, on a des cellules marketing. On a des mecs qui sont payés pour amener des marques, on a des mecs qui sont payés pour vendre des t-shirts, on a des mecs qui sont payés pour vendre des nounours avec des maillots. Donc, du PSG, et eux, ils sont bons dans ça. Donc, non, au quotidien, en fait. C'est au quotidien, on commence à professionnaliser les différents secteurs de l'entreprise. Donc, comme je t'ai dit, on fait plus tourner la structure pour qu'elle puisse jouer et faire son année. Non, on cherche maintenant à rentabiliser la structure et à attirer des investissements. Est-ce que toi, tu penses que la France, elle s'est adaptée au fait qu'on doit passer d'une association à une entreprise? Oui, oui et non, parce que le déclic maintenant, il commence à se faire. Maintenant, on a des dizaines de clubs, on a Ligue 2, on a Ligue 1, Ligue 2, on va avoir la Ligue 3. Voilà. Donc ça se professionnalise. Après, est-ce qu'ils le font bien? Je pense que non. En tout cas, ça mérite d'avoir le doute. Pourquoi? Tu regardes le bilan comptable des 18 équipes de Ligue 1 et des dizaines d'équipes aussi en Ligue 2 et en championnat national encore. Il y en a que 3 dans les 3 divisions. Donc, il y en a sur 60 clubs, t'en as que 3 qui sont rentables à la fin. Et je pense qu'un modèle entreprise, c'est pour que ça soit rentable. Donc, quand t'en as que 3 sur 60 qui sont rentables, je pense qu'il y a un business model à retravailler. Tu penses que en France, on a du mal à penser que le football, c'est une industrie? Tu trouves qu'il y a des clubs, en fait, qui travaillent pas sur les cellules marketing, comme t'avais dit tout à l'heure, ou sur tous les aspects d'une entreprise? En fait, c'est pas qu'ils arrivent pas à le voir comme une industrie, c'est je pense qu'il est dans le management, il y a pas une réflexion de se challenger chaque année après année pour savoir comment ils peuvent retravailler leur business model. Pourquoi? Parce que il faut le savoir, mais les clubs, ils sont presque à moitié dépendants des droits TV. Donc en fait, ils laissent la ligue, la délégation du business pour les droits TV. Et en fait, ils attendent les revenus des droits TV. Et après, ils font un peu du trading avec des joueurs, ils font un peu de billetterie. Mais c'est ça où je pense qu'ils sont pas assez bons. C'est comment ils peuvent, avec le temps, avec les nouveaux défis qu'on a, comment ils arrivent à se transformer et à changer leur business model. Tu trouves que c'est quoi la différence avec une ligue qu'on connaît tous qui a beaucoup d'argent, la Première Ligue? C'est que les représentants de la Première Ligue, ils ont réussi à attirer beaucoup plus de personnes et de marques et de partenaires au sein de la ligue anglaise. Et du coup, ils arrivent à mieux négocier, tout simplement. Ils sont juste meilleurs en négociation que les autres championnats. Et donc, ils ont réussi à attirer
beaucoup d'argent dans leur ligue, Ok. qui est bien réparti. Donc la plupart des clubs sont assez bien fournis en termes de finances. Et donc maintenant, c'est pour ça qu'on a un championnat ultra concurrentiel, ultra compétitif, et que toutes les grandes stars, ils rêvent d'aller en première ligue. Donc ça alimente encore plus le fait de vouloir regarder, ça attire les droits TV, etc. Donc c'est un cercle vertueux, et ils l'ont bien géré. Surtout qu'en plus, on voit qu'en première ligue, le premier club du classement et le dernier club du classement, ils vont pas avoir un écart financier de fou. Franchement, ils ont à peu près, entre guillemets, les mêmes revenus. Alors qu'en France, en Ligue 1, c'est vrai que le premier du championnat, il va être 30 fois plus Ah, bien riche sûr. limite que le dernier. Bien sûr, bien sûr. Bon, en vérité, c'est assez simple. Quand tu regardes bien dans les faits, un joueur qui vaut par exemple 30-40 millions, en France, qui peut se permettre de le prendre? T'as le PSG, t'as Marseille, Lyon et Même eux, encore. ça commence, même Marseille, hein, ça commence Même à- Marseille, mais Marseille a quand même est bien financé. Ouais. Mais donc on est sur 3-4 clubs et à les Rennes qui peut monter à 20-30 sur des gros profils. En première ligue, ils peuvent tous le prendre, le joueur à 30 millions. Donc ouais, c'est comme ça que tu vois clairement la différence. Ok. Donc c'est le manque de fonds, le manque d'argent qui fait que la première ligue est plus compétitive que la Ligue 1. Ça veut dire que En fait, il y a quelque chose au milieu. Le manque d'argent, donc tu peux pas attirer les meilleurs joueurs, Ouais. donc t'es pas compétitif et ton championnat perd en valeur. À l'inverse, l'Angleterre, ils ont beaucoup d'argent, bien réparti, donc la plupart des clubs peuvent attirer les meilleurs joueurs. Par exemple, si on a un bon joueur italien, et ben le club anglais va pouvoir le prendre. Par exemple, le club français, il va pas pouvoir le prendre. Donc le bon joueur, il ira en Angleterre, Ok. il sera compétitif pour l'équipe anglaise et du coup, forcément, le championnat aura plus de valeur que le club français. Et toi, tu penses quoi des clubs en France qui se plaignent de l'inégalité qu'il y a du coup au niveau des revenus? Il y en a beaucoup qui se plaignent du PSG, Ouais. logiquement. En fait, en France, on a un cas un peu spécial parce que il y en a beaucoup qui vont se plaindre, ils vont dire que c'est pas égalitaire, mais l'argent que le PSG ramène aussi, il est conséquent. Donc, il te fait augmenter. Peut-être qu'il est mal réparti, mais il est de plus en plus important par rapport au fait que le PSG est ultra compétitif aussi. Mais en fait, ça dépend si je te réponds de manière honnête, ça dépend qui le dit. T'as des clubs qui travaillent très bien et qui veulent juste avoir un championnat encore plus compétitif. Et donc, ils se disent, autant que tout le monde, on se donne les moyens pour avoir une ligue qui est compétitive, qui ramène de beaucoup d'argent et qu'on sera bien réparti. Et t'en as d'autres qui crient un peu au PSG, c'est pas égalitaire, mais qui après ne font aucun travail, eux, pour récolter des revenus, pour créer de la valeur. Ah, tu vises des gens là dans ta tête, c'est ça? Je vise pas forcément des gens, je vise des clubs qui prennent un peu de retard sur les autres et qui préfèrent critiquer dans les médias Critiquer, ouais. plutôt que se remettre en question. Et ouais, il y en a en France. Est-ce que toi, tu penses que, en fait, la Ligue 1, c'est une ligue qui est peut-être un peu trop individualiste? Que les clubs, peut-être, ils s'entraident pas assez, comparé à la première ligue? Ouais, mais voilà, en fait, c'est ça que moi j'aime bien dire aussi, c'est que là, tu parles de la ligue, mais après, tu parles des clubs. Mais les clubs, ils dépendent de la droit TV, ils dépendent de la ligue. Ouais, de la LFP. Et c'est pas les présidents qui négocient les droits de la ligue. C'est la LFP directement. Ok. Donc en fait, je pense qu'il faut aussi parler des gens qui sont à la direction de la ligue, qui eux ne font pas pour moi le bon travail ou qui au moins non, ils font pas un bon travail. Il faut dire la vérité. Quand tu regardes la distribution des droits TV, en 2018, on a eu un cas exceptionnel, on a eu 1 milliard. Ouais. Après, on est arrivé à 500 millions. En 2022, 2023, c'était 400 millions. Il y a un an en arrière, avec la crise droit TV, on était à 150. Tu peux expliquer c'était quoi la crise de droit TV, parce qu'elle est très intéressante, cette crise-là. Il y a eu un accord que la Ligue a passé avec un partenaire pour récolter quand même beaucoup d'argent. Et en fait, pour expliquer de manière un peu grossière, ils ont mal négocié et ils ont été un peu trop ambitieux dans leurs chiffres. Et après, comme dans tout business, quand tu arrives pas à ramener autant de personnes à qui tu as promis, après tu te renégocies à la baisse. Donc ton contrat il a été renégocié à la baisse, tu as moins de personnes, tu as moins de revenus et en fait chaque année, au lieu de se remettre en question et d'avoir un projet soudé en commun pour faire les droits TV qui sont assez conséquents et qui ont de la qualité pour le championnat français. Et on continue de pas se remettre en question, on continue de dire non, tout va bien, on a 1 million d'abonnés alors que la qualité du produit de la Ligue 1 elle descend. Mais on a des personnes qui parlent encore plus fort. Donc en fait, quand c'est comme ça, au bout de 1, 2, 3 ans, tu perds de plus en plus d'argent, Et du coup, t'avais des canals Bein qui arrivaient à fournir une enveloppe autour des 500, 400 millions parce qu'il y avait un nombre d'abonnés conséquent pour pouvoir le proposer. Et vu que la ligue est mal gérée, les gens s'abonnent moins parce que honnêtement, c'est plus aussi cool qu'avant de regarder le foot français à la télé. On sait directement que le PSG va gagner certaines fois. Et puis Faut même, dire la vérité, oui, ça c'est vrai. Mais on a beaucoup de gens qui regardent quand même pour avoir des exclus dans les vestiaires, pour avoir des documentaires, pour avoir des analyses. Et même ça a perdu en qualité. Donc les gens, ils disent quoi? Chacun va regarder un peu les matchs de son équipe. Il y en a qui vont aller sur l'IPTV.
T'en as qui vont prendre un abonnement uniquement pour une équipe. Et donc, de manière générale, le produit, il est plus ce qu'il était avant. Et du coup, bon, ça attire moins de personnes et les marques, elles veulent donner moins d'argent. Ouais, Et donc, aujourd'hui, on passe à, je crois, on était à 150 millions. L'année prochaine, on sera autour des 100, 110 millions à se partager pour tout le championnat Ligue 1 et Ligue 2. Moi, tu sais, pour moi, ce qui manque à la Ligue 1, pour moi, c'est un peu du storytelling. Les clubs, ils doivent un peu plus travailler sur le marketing et faire vendre, en fait, un peu plus une histoire à leurs supporters plutôt que juste... Enfin, il y a des clubs, je vais pas citer les noms, mais genre, on n'en entend pas assez parler. Je trouve qu'ils font pas assez, ils parlent pas assez sur les réseaux. Et comme tu avais dit, une entreprise, il y a des cellules marketing, c'est pas pour rien. Ils doivent plus travailler pour moi sur ça. Quand tu vois Arsenal, c'est le club du peuple. Tu sens qu'à Londres, ils sont vraiment en mode... Arsenal, c'est le club du peuple. Saka, c'est notre frère. Tu vois, C'est une culture. C'est une culture, ouais, exactement. C'est la culture. Exactement. Est-ce que tu trouves, toi, que le supporter, il a subi le changement du football qui passe tu sais, d'un sport à maintenant quelque chose une machine à faire de l'argent, en fait? Ouais, je pense que ça dépend de supporter quel club. Je pense que quand t'es supporter du PSG, tu dois être bien content. Et bon, bah, quand t'es supporter lyonnais, par rapport à comment tu vois que ton club, il a été géré, il a été drivé par des intentions financières et qu'il a été juste au service d'un groupe qui possédait plusieurs clubs et qui en fait finançait le club la club tête. Bon bah ouais, tu te sens un peu utilisé. Tu te sens utilisé et tu te mets en conflit avec ton propre club alors que tu le supportes. Mais ouais, ça dépend, tu supportes qui, je pense. Tu peux expliquer pour ceux qui savent pas, il s'est passé quoi un peu avec l'OL en fait? L'Olympique Lyonnais, il a été racheté par un groupe qui détenait d'autres clubs. Lyon a été plutôt servi et utilisé pour financer les autres clubs du même groupe. On va prendre un exemple précis. Bon, bah, il y avait le club de Botafogo qui appartient au même groupe. Bon, bah, t'as un jeune de Botafogo, peut-être qu'il a valé 10-15 millions. Sauf que l'OL rachetait 30-35 millions. Et donc, on avait 20-25 millions qui sont passés où? On ne sait pas. Il y aura une affaire et ça sera documenté. Et je pense que le tribunal, on va avoir de belles surprises. Mais ouais, il y a eu des petites acrobaties financières qui ont fait que le club, il a été utilisé plus pour financer un groupe de personnes ou d'autres clubs. Et pas vraiment, il n'a pas été utilisé pour être la base d'un projet à long terme, rentable, avec une culture, etc. Du coup, ils ont pas assez pensé comme des businessmen. Ils ont pensé comme des businessmen, mais pas pour les mauvaises raisons. En tout cas, ça dépend des clubs. Oui, pour les autres clubs. Et si ouais, peut-être mais ils ont été trop businessmen même. Mais peut-être qu'ils l'ont été pour eux et pas pour les supporters. Les supporters. Est-ce que tu trouves que le supporter, il subit ces changements dans le football, mais aussi dans le football en général, pas qu'avec le club en fait. Quand je vois la Coupe du Monde, on subit un peu en tant que spectateur. Oui, forcément, c'est chiant de se dire que la plupart du football du haut niveau se trouve en Europe et que pour que beaucoup de fans européens, on va avoir tous, je pense, des nuits compliquées là dans les prochains mois avec la Coupe du Monde, avec des horaires pas adaptés au football qu'on a l'habitude de voir. Des billets hyper chers pour aller hyper chers pour aller au stade. Donc oui, je pense qu'il y a du bon et du moins bon. Il y a du bon et du moins bon et oui, ça fait partie des choses qui font chier honnêtement. Ça fait chier. Ça fait chier. Ça fait chier clairement. Ça fait chier de ouf. Ça fait chier de ouf. Regarder les horaires, c'est chiant. Ouais, franchement, mais même, je trouve, la Coupe du Monde, elle est très américanisée, là. Je sais pas si t'as vu, mais il va y avoir des pubs entre les matchs. Ouais, un peu comme ce qu'on voit en NBA, en NFL, ouais. Bon, du coup, là, on va essayer de comprendre comment les clubs, du coup, gagnent de l'argent. Est-ce que tu peux expliquer les sources de revenus des clubs? Pour un club, il y a 4 sources de revenus principales. La première, et on vient de l'évoquer, c'est les droits TV. Parfois, ça représente même 50% du budget. Donc, tu as les droits TV en numéro 1. En seconde, tu as les sponsors et les marques, donc les partenariats sponsors. En troisième, tu as la billetterie. Donc, quand les gens vont aller voir les matchs, ils achètent des tickets. Et en quatrième, tu as le trading, donc c'est la vente de joueurs. Ah, c'est en quatrième, la vente de joueurs? Bon, ça dépend des projets. Ouais, tu as des projets où, je sais pas, je prends l'exemple de Chelsea. Eux, ils font, je pense que c'est pas quatrième, mais c'est premier, deuxième. Et tu as des clubs en France qui n'ont pas l'habitude de vendre. Et donc là, la billetterie ou le droit TV, c'est plus important. Ok. Est-ce que tu trouves que ce système-là, il fonctionne? Je pense que non. On vient de voir qu'il ne fonctionne pas très bien parce qu'on a beaucoup de clubs qui sont en danger financièrement. La DNCG, c'est l'organe qui contrôle les finances des clubs en France. Je pense qu'ils ont sauvé quand même pas mal de têtes parce que si on regarde factuellement, tu as beaucoup de clubs qui sont endettés. Des fois, c'est bien d'être endetté, des fois, c'est pas bien, mais là, on a des exemples qui sont... Pourquoi c'est bien d'être endetté? La dette, c'est de la croissance. Le PSG a toujours été endetté les dernières années, mais parce qu'ils investissaient dans un projet avec des joueurs, avec une image, etc. Donc là, on voit que c'est en train de porter ses fruits. Ils sont beaucoup plus compétitifs, ils arrivent à avoir
des résultats qui sont bien plus importants que ceux des années précédentes. Ils sont carrément champions d'Europe. Ils vont sur une deuxième finale. Donc, Ils vont la gagner. et Ils vont la tu gagner. espères qu'ils vont la gagner. Mais du coup, ouais, ils vont gagner quand même pas mal d'argent en se qualifiant pour cette année. Donc, la dette, c'est de la croissance. C'est de l'investissement. Donc, des fois, elle est utilisée à bon escient et des fois, elle est mal utilisée. Donc, ça dépend. Dans quel cas elle peut être mal utilisée selon toi? Par exemple, même en France, nous, on a un pays ultra endetté. On crée de la dette pour rembourser les dettes. Donc, quand c'est comme ça, ouais, elle est pas bien organisée. Si tu prends de la dette pour investir dans un stade, dans un centre d'entraînement, pour améliorer les conditions de tes joueurs, on peut dire que c'est un investissement. Par contre, si tu prends de la dette pour payer tes actionnaires parce que tu leur donnes de l'argent et t'as pas réussi à créer de l'argent, bon bah là c'est pas une bonne idée. Donc ça dépend comment tu l'utilises la dette. Donc en fait, c'est bien d'être endetté dans certains cas dans le football. C'est normaliser l'endettement en fait. Oui, tous les secteurs où il y a beaucoup d'argent, et il y a beaucoup d'argent parce je savais pas qu'ils du sont tout. endettés. Bah tous les pays, la plupart de tous les pays les plus développés, ils sont endettés. Ouais, mais moi je me suis dit que c'était un truc propre aux États, le déficit, les endettements. Non, de toute façon, même à partir d'un moment où un entrepreneur il fait un emprunt à la banque pour ouvrir un restaurant, il est endetté. Ok. Tu vois. Donc non, la dette, on va dire, elle est neutre. C'est comment tu l'utilises et pourquoi elle Comment existe. tu la gères, ouais. Exactement. Et du coup, est-ce que tu peux un peu plus approfondir sur comment le football continue d'exister malgré la dette? Parce que là, en juillet, on va avoir la Coupe du Monde et la finale de la Coupe du Monde, elle va ramener 2 milliards de personnes devant la télé. C'est pour ça que ça ramène beaucoup d'argent. Ouais. C'est parce que le football, ça reste le premier sport dans le monde et que ça attire énormément de personnes. Et du coup, les marques, ils l'utilisent et du coup, ils le monétisent. Toi, tu penses que ça peut être dans la stratégie de certaines entreprises de se dire on va s'associer au football parce qu'on sait qu'en fait, le football, ça va te ramener sur le long terme. En tout cas, ça va te donner une grande audience. Mm. Ça, c'est sûr. Après, c'est comment tu la travailles, ton audience. Il faut peut-être la cibler aussi. Mais ouais, les marques, elles resteront toujours sensibles aux opportunités qui sont liées au football parce qu'elles savent que c'est synonyme de grosse audience et de grande visibilité. Les spectateurs, en fait, on fait partie de ceux qui réussissent à faire que l'endettement, en fait, il soit positif, vu qu'en fait, c'est notre passion pour le football qui fait que le sport, il continue d'exister. On permet l'endettement, en tout cas. Ouais. Ouais, on permet l'endettement parce que du temps que nous, on regardera le football, il y aura toujours des investissements, il y aura toujours de la dette, il y aura toujours de la croissance. Ça, ouais. Ok. Tout à l'heure, tu as parlé des droits TV. Avant d'approfondir sur les droits TV, on va parler d'un homme qui a vraiment fait que en France, on ait cette logique de se dire que le football, c'est du divertissement, donc on peut faire vendre ce divertissement-là, c'est Jean-Claude Darmon. Est-ce que tu peux expliquer, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est qui cet homme et comment il a contribué à faire que le football soit tel qu'il est aujourd'hui? Bon, pour donner un peu de contexte pour Jean-Claude Darmon, c'est un entrepreneur français. C'est un entrepreneur français né à Oran, en Algérie. Et il est considéré comme un peu l'architecte du foot business Les en Algériens, ils vont France. être trop fiers, là. Ah ouais. Ah bah oui, là, ils peuvent. Là, Ils vont être trop fiers. les Algériens, ils peuvent Sur être les fiers DZ, de là, Monsieur Darmon parce ils vont que. pas nous lâcher, là. Ah non, là, ils peuvent parce que bon, en vérité, pour donner un peu une idée, en 1960, le football, il n'arrive pas à générer des revenus avec les marques, tu vois, les sponsors. C'est Jean-Claude Darmon qui, il me semble, fait un contrat avec Nantes pour qu'il s'occupe des panneaux autour du terrain. Ça commence comme ça. Et le travail porte bien ses fruits. Et donc, les autres clubs français commencent à vouloir faire de même. Donc, ils passent des contrats avec tous les clubs français. Il y en avait Reims, Marseille, beaucoup de clubs français pour qu'ils puissent s'occuper du coup de créer des emplacements de revenus avec les marques et les sponsors. Et du coup, c'est là où les clubs commencent à bien gagner leurs revenus. Donc, il est un peu l'architecte du football business et il a permis que les clubs en France, dès 1950, 1960, 70, puissent être rémunérés par les marques. Et je pense même qu'il, 10 ans après, en 80, je crois, il passe un contrat avec la Fédération française. Ah ouais, carrément. Ouais, Vraiment pour les. l'homme important, Jean-Claude Darmon. C'est un nom à connaître si tu veux en savoir un minimum sur tout l'aspect hors terrain dans le football. Ouais, en France. Ah, ça veut dire il y a pas eu vraiment une influence. En Angleterre, il faisait déjà ça, quoi, c'est ça? En Angleterre ou même en Allemagne, Oui, je sais pas. Bien sûr, le sponsoring existait avant Jean-Claude Darmon, mais en tout cas, non, c'est un grand homme en France. Il a permis au club français de toucher des rémunérations assez importantes comme je t'ai dit, dès 1960. Okay. Donc, je pense que les clubs français peuvent dire merci à ce monsieur. Ils ont pris un peu d'avance grâce à ça. Ok. T'avais dit que les droits TV, ça pouvait représenter jusqu'à 60% ou 50% des revenus d'un club. Ouais. Ça veut dire que c'est quand même une grosse partie. Est-ce que on est dépendant, du coup, le football est dépendant des droits TV? Je pense un peu quand même, parce que
Si on enlève l'exemple du PSG, parce qu'ils ont toujours un état derrière eux, tu vois, pour les accompagner, pour les mettre en sécurité. Bon, bah ouais, il y a des clubs en France. Si tu leur enlèves la moitié, ou voire plus de la moitié de leur budget qui diminue, bon, bah forcément, on peut dire qu'ils sont dépendants parce que ça va avoir des répercussions immédiates sur le sportif. Ouais. C'est le plus important, le sportif. Tu vois, des droits TV qui diminuent pour un club qui en a besoin. Bon, bah, ils sont moins compétitifs et ils vont devoir vendre des joueurs. Tu vois, à l'Olympique Lyonnais, on parlait d'eux. Cet été, ils vont devoir vendre beaucoup de joueurs. Beaucoup de joueurs, ouais, c'est ça que j'ai vu en plus. Donc, ouais, en fait, t'es un peu dépendant. T'es un peu dépendant, je pense. Et je trouve que cette dépendance-là, elle est risquée. Bien sûr, de toute façon, toute dépendance pour moi, elle est risquée. Okay. Mais ouais, cette dépendance, elle est risquée parce qu'elle influence littéralement ce qui est le plus important, le sportif. Ouais. Donc, à partir du moment où tu mets en jeu ton cœur de métier, qui est le sportif, à cause de cette dépendance, parce que tu ne crées pas de business model autour des droits TV, ouais, c'est très risqué. Tout à l'heure, tu avais parlé des IPTV. On sait qu'aujourd'hui, plus personne, enfin, non, pas plus personne, mais on regarde moins la télé, moins la première, vu qu'il y a plus les chaînes que j'aime bien, Disney Channel, tout ça, donc voilà. Moi, je suis une fille Disney Channel, moi. C'est normal. Toi, c'est quoi ta chaîne préférée avant? Moi? Ouais. Ou c'était juste le sport? Non, je suis un humain quand même. Hein. Je suis un humain. Non, je regardais de tout, tout, moi. En plus, moi, je suis en 2002, donc moi, à la télé, ouais, je regardais Gulli. Ah oui, bah, Ils boîtent, tout ça, ouais. Ils boîtent, ouais. Tous les trucs comme ça, mais ouais, non. Okay. Il y a beaucoup de gens qui regardent moins la télé. De notre génération, on regarde moins la télé. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui n'estiment plus que c'est une bonne idée de payer 30 €, 35 € par mois pour regarder du foot en France. Et là, du coup, tu viens de donner la raison de pourquoi il y a eu un énorme combat envers les IPTV en France, là. Ouais, et là, tu vois, quand je dis que les mecs, ils bossent mal, c'est quoi? C'est que les gars, ils préfèrent passer plus de temps dans les médias pour dire « ne faites pas l'IPTV, ne faites pas l'IPTV », plutôt que de vraiment apporter une solution pour dissuader l'IPTV et qu'on puisse revenir sur un modèle avec les chaînes. S'ils améliorent le produit, donc ils font du contenu, ils font des analyses, des reportages, s'ils rendent ça un peu accessible, s'ils ont des idées pour faire du marketing, etc., bon, bah là, il y aura moins de gens pour faire de l'IPTV. Par contre, si tu fais rien, si tu continues à te surpayer et que tu ne fais rien pour proposer un produit de qualité, bon, bah, tu pourras créer n'allez pas sur l'IPTV, on va tous y aller, tu vois, c'est malheureux. Même sur Twitter, carrément, il y a même des trucs de streaming, genre tu regardes vraiment gratuitement. Bon, la qualité, elle est pas comme à la télé, mais tu regardes gratuitement. Et c'est dommage franchement, parce que t'as des gens qui veulent et qui continuent encore de payer les abonnements pour supporter leur club, parce que quand tu payes l'abonnement, bon, bah, au final, tu supportes d'une certaine manière ton club. Donc, le concept, il est bien en soi. Le concept, il est bien, c'est juste que les gens qui le gèrent, pour l'instant, en tout cas depuis plusieurs années, ils ont quand même fait en sorte que le produit soit de moins bonne qualité. En plus, je sais pas si t'as vu, il y a un menu maintenant au McDo qui permet d'acheter carrément un abonnement Ligue 1. J'ai vu ça, ouais. Ça, c'est une stratégie marketing. C'est une stratégie marketing. Tu trouves que l'idée, elle est bonne? L'idée, moi, je valide plutôt le fait qu'ils puissent tenter des choses. Ok. Tu vois, quand ils se concentrent sur comment on va créer un modèle, tester un modèle, moi, je trouve ça cool, ouais. Je trouve ça cool qu'ils reviennent à la table et qu'ils puissent faire ce qu'ils sont obligés de faire, c'est travailler, en fait, tout simplement. Je trouve que c'est ça qui manque à la France, le fait de tester, le fait d'être plus dans les spéculations, comme tu disais tout à l'heure, par un pari spéculation. Bah, je pense qu'ils sont plus dans l'observation que dans l'action. Ouais. Ils anticipent mal et ils devraient plus travailler sur leur business model et tenter des choses comme ça, plutôt que d'attendre juste des droits TV, tu vois. Imaginons, je pense pas que ça va arriver, enfin, peut-être on sait pas. Imaginons demain, les chaînes, elles décident de plus diffuser le football parce que du coup, il y a plus de téléspectateurs. Est-ce que le football, il peut continuer d'exister sans ces chaînes? Ouais, il existera, mais en fait, comme je t'ai expliqué comment on est arrivé à une situation aujourd'hui, bon, on va faire le machine arrière. Je pense que tu auras un quart, voire la moitié des clubs qui seront en faillite, qui fermeront, et tu auras le reste de la moitié qui vont du coup avoir beaucoup moins de revenus. Ils vont proposer des salaires beaucoup plus inférieurs, voire plus de salaires. Et en fait, on va revenir tout simplement au foot amateur. Ouais, clairement, en fait. Voilà. Et du coup, les gens qui critiquent beaucoup l'argent dans le football, ils vont voir que finalement, fallait pas tant critiquer que ça, parce que c'est ça qui fait que le football, il soit comme il est aujourd'hui, divertissant. Ouais, je pense que, après, il y a des gens qui critiquent l'argent pour critiquer l'argent, mais je pense que ceux qui ont raison, c'est de critiquer plutôt la manière comment il est géré, l'argent. Ouais. D'ailleurs, il y a quelques années, en 2008, il y avait une grosse crise économique, une crise mondiale, c'est la crise des subprimes. Dans tout ce chaos économique qu'il y a eu, où il y a eu des banques qui ont fait faillite, des entreprises, tout ça, il y a eu un transfert, vraiment le transfert qui a marqué quand même le football, d'un grand joueur portugais qui passe de Manchester United à Real Madrid, c'est Cristiano Ronaldo, et son transfert, il a coûté 94 millions d'euros. Exact. Tu vois, pour moi, il y a un contraste entre le fait qu'il y a eu un transfert si cher
malgré le fait que l'économie était limite en train de s'effondrer dans le monde. Est-ce que du coup, ça fait que le football, il vit un peu dans sa propre bulle économique, dans son coin, en fait? Ouais, je pense que, bon, déjà, il faut rappeler que les clubs, c'est des entreprises privées. Donc, déjà, ils gèrent leur argent comme ils en ont envie. Et de deux, le cas de Cristiano, c'était un investissement sur le long terme. Parce que ça fait partie de la stratégie à l'époque, qui est toujours le cas, en fait, du Real Madrid, de toujours aligner la meilleure équipe possible, de réunir les meilleurs joueurs du monde sur le terrain. Donc ça faisait partie de la culture et c'est aussi à la fois un investissement par rapport à un projet long terme. Ouais. Donc c'était un calcul au final qui a été bon. Quand on regarde ce que le Real a gagné sur le plan sportif grâce à Ronaldo, sur le plan financier grâce à Ronaldo, sur le plan marketing. Donc ça a été un bon pari finalement, je pense. Malgré le fait que dans le monde l'économie n'était pas ouf. Ouais, elle souffrait, mais les gens continuent de regarder le foot. Donc le foot vit dans sa propre bulle en fait. Mais je dirais pas forcément le foot, je dirais même le divertissement en tous les cas, dans le sens global. Ouais, ok. Ouais, les gens, ils ont toujours besoin de se divertir. Ils vont toujours quand même regarder quelque chose à la télé quand ils vont manger, quand ils vont sortir, ils vont toujours lire des livres, écouter de la musique, aller voir des films au cinéma. Donc le divertissement, c'est quelque chose qui est pas forcément impacté par une crise financière comme celle qu'on a vécue en 2008. Ce que je comprends dans tout ce que tu me dis depuis tout à l'heure, c'est qu'en fait le football, il a pris une place où, comme tu avais dit tout à l'heure, c'est plus qu'un sport. C'est vraiment plus qu'un sport du coup. Ouais. Et c'est ça qui fait que tu peux avoir tous les malheurs du monde dans le monde. Les gens en fait ils vont continuer à aimer le foot et comme ils continuent d'aimer le foot, ils vont continuer à donner leur argent au foot et donc c'est ça qui va faire qu'il y a toujours de l'argent dans le football. Exact, ouais. Ok. Du coup tout à l'heure tu as parlé des sources de revenus d'un club, sauf un qui est super intéressant, c'est les États. Donc le cas qu'on connaît le plus c'est PSG avec le Qatar, carrément il y a Qatar là. C'est écrit directement. Tu peux pas le louper. Tu peux pas le louper. En Angleterre, je pense qu'il y a City avec Abu Dhabi. Dis-moi, c'est quoi l'intérêt pour un État d'acheter un club, de racheter un club? Bon, déjà, petite précision pour Manchester City, c'est les Émirats. Okay. C'est les Émirats Arabes Unis et Abu Dhabi est un Émirat qui fait partie des Émirats Arabes Unis. Ouais. Donc le pays, c'est les Émirats. Et en fait, ça revient un peu à ce que j'ai dit. Le sport, c'est une manière de diversifier son économie. Ouais. On le voit avec les investissements qu'on a en Arabie Saoudite. Dans le même exemple, pour l'Arabie Saoudite, c'est aussi c'est comme on en revient au soft power, c'est pour de l'influence. L'Arabie Saoudite et même le Moyen-Orient, en ce moment, ça devient une place centrale pour le sport. On a beaucoup d'événements qui se tiennent en Arabie Saoudite, au Qatar, aux Émirats. Comme quoi, par exemple? Comme la boxe à Riyad. Ouais. Comme on a certains événements UFC qu'on a à Abu Dhabi. On a le Grand Prix de F1 au Bahreïn. Et la Coupe du Monde. Et la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Et donc, c'est de l'influence aussi. Mais si on prend l'exemple, par exemple, du PSG, c'est un investissement dans un club de foot, mais c'est aussi un investissement en France. Le PSG fait partie un peu d'un package de l'investissement que le Qatar a réalisé en France. Et ils s'en servent aujourd'hui, ils s'en servent bien, visiblement, pour les retombées économiques, sportives et pour de l'influence. Pour résumer, il suffit juste de voir un peu le carré présidentiel au Parc des Princes. Et là, tu comprends en fait pourquoi ils ont fait cet investissement. Ouais, on voit beaucoup de photos en plus tout le temps. Ouais, t'as des présidents, t'as les directeurs des plus grandes entreprises du CAC 40, t'as des mannequins, t'as des chanteurs, t'as des acteurs, il y a beaucoup de contrats qui se signent dans les loges du PSG. Certains pensent que c'est pas le cas, mais c'est le cas. Le football, c'est politique. C'est aussi politique. C'est aussi politique. Ouais. Un État peut utiliser le football pour redorer son image. Bien sûr. Regarde même la FIFA. La FIFA, maintenant, elle se met elle se met au centre de conflits qui dépassent largement le football. Ah bon, lesquels? On a par exemple le président de la FIFA, Gianni Infantino, qui lors du dernier congrès a voulu rassembler 2 représentants de la Palestine et d'Israël. Tu vois, donc pourtant c'est un conflit qui n'a rien à voir avec le football. Rien à voir, c'est vrai. Vois. Et pourtant la FIFA et du coup le football, on le retrouve toujours dans les grands conflits. On a Donald Trump qui invite Gianni dans son bureau et qui fait beaucoup un peu de propagande avec le football. Non, c'est le football, ça rassemble tellement de personnes que les gens qui sont au pouvoir le voient. Et ils l'utilisent tout simplement, ils l'utilisent pour leur pays, pour leurs intérêts perso, pour beaucoup de choses. En plus, j'avais vu qu'il y a quelques années, c'était il y a presque 100 ans, quelques années là.
Ouais, ouais. c'est pas que quelques années. Il y a quelques années, là. Il y a quelques années, ouais. Ouais. J'avais vu que l'Argentine, ils étaient dans une situation économique quand même plutôt difficile. Il y avait beaucoup de pauvreté dans le pays et ils avaient quand même fait la Coupe du Monde dans leur pays et ça avait redoré un peu leur image. J'avais vu que le peuple était tellement satisfait de l'Argentine. En fait, c'est limite si on oublie carrément la pauvreté d'un pays, on oublie tout ce qu'il va y avoir de problématique dans un pays grâce au football. Bah, on a un exemple pour moi quand même assez récent, c'est le Maroc. Le Maroc, via le football et via le sport de manière générale, ils ont initié un programme d'investissement tellement important. Et là, on le voit bien qu'ils prennent quand même pas mal d'avance sur les autres pays africains parce qu'ils investissent très bien et ils investissent beaucoup sur le sport. Et ils sont en train de devenir un hub sportif qui devient de plus en plus incontestable. Et on le voit bien avec l'organisation de la dernière CAN, même s'il y a eu le scandale. Bon, Mais l'organisation, tu vois bien les stades, les infrastructures, etc. C'était très bien. Bah, c'était du top niveau, c'est du niveau mondial. Donc oui, par exemple le Maroc, ils font du sport un outil très important pour eux. Mais pourquoi on continue d'autoriser ces rachats de clubs quand on voit que ça peut faire des fois de la concurrence déloyale, comme tout à l'heure j'avais parlé des clubs qui se plaignent du PSG, du Qatar, etc. Pourquoi on peut continuer d'autoriser ça malgré le fait qu'il y a un déséquilibre en fait dans le marché du football? Mais comment tu vas l'interdire? Quand tu dis que tu vas investir dans un club, comment tu sais qu'il va y avoir de la concurrence déloyale? Comment tu sais que l'argent il sera utilisé pour acheter des joueurs à 200 millions quand l'autre il pourra que 10 millions et qui te disent même que ça va marcher? Regarde le PSG, on avait une attaque Mbappé, Neymar, Messi. Au final, 100% déloyale par rapport au Havre ou à Lorient. Et au final, ils n'ont pas gagné. Ça n'a pas donné les résultats qui étaient attendus à l'échelle européenne. Et du coup, tu vois, ce trio-là dont tu viens de parler et dont, du coup, on a investi de l'argent dedans, ça a engendré des pertes, du coup, pour le PSG. Des pertes financières. Pour le PSG, oui. Mais bon, comme tu dis, le PSG, il est financé par un pays. C'est ce qui est différent, par exemple, d'autres clubs en France où ils sont financés par un individu. Ouais, c'est vrai. Là, tu es financé par un pays. Mais si tu prends l'exemple du PSG, il faut être honnête dans les deux sens. On a beaucoup critiqué la gestion du PSG les dernières années. Bon, bah là, tu vois, il y a encore beaucoup d'argent. Donc, il y a de la dette, mais elle est bien utilisée. Il y a un bon coach aussi, quand même. Mais c'est de la bonne direction, au final. C'est vrai. Parce que le coach, il est nommé. Donc, non, il y a des moments où les clubs, ils ont de l'argent, ils font du bon travail. Et t'as des moments où ils font du moins bon travail, mais c'est vrai qu'il faut reconnaître les deux. Là, le PSG, en ce moment, il est très, très bien géré. En tout cas, je sais pas s'il est bien géré ou mal géré, mais les résultats sont là. Et tout le monde avance dans un même et seul projet. Du coup, l'UEFA avait créé une règle qui est le fair play financier. Avant que je pose ma question, est-ce que tu peux expliquer pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le FPF? Ouais, le fair play financier, c'est une règle, pour faire très simple. L'idée, c'est de se dire que tu ne peux pas dépenser plus que ce que tu gagnes. Est-ce que tu trouves que du coup, le fair play financier, ça aide à équilibrer le marché, à faire que ces rachats de clubs soient pas super mal du coup pour les autres clubs? Il commence à porter ses fruits. Après, il a été revu. Tu sais, pour donner un peu de précision, depuis la crise du coronavirus, il a été revu. Ils l'ont assoupli. Donc maintenant, il est moins strict par rapport à la crise du Covid. Mais je pense il fait quand même ses effets parce que maintenant les clubs, ils ont réussi à intégrer l'idée qu'ils dépensent, mais qu'ils doivent prouver qu'ils ont des horizons de revenus qui peuvent couvrir ces dépenses-là. Et ça, c'est déjà une bonne avancée. On n'a plus des clubs qui dépensent sans aucun contrôle et sans aucune limite. Mais il n'y a pas des fois des moyens de contourner ce fair play financier? Ouais, bien sûr. Je pense qu'on peut prendre l'exemple de Chelsea. Le groupe qui possède Chelsea, ça a été avéré, hein, ils se sont rachetés des propres actifs du club. En fait, ils ont monté des sociétés pour racheter des actifs du club, pour dire dans la comptabilité, bon bah voyez, on a un plus 50 millions par exemple, mais celui qui t'achète, c'est la même entité. Donc ils essaient un peu de contourner. Après, c'est à ceux qui imposent les règles de faire en sorte qu'elles soient pas contournables. Et je pense qu'en soi, vu que tout le monde va toujours parler du football comme un milieu vicieux, un milieu trop business, etc. Je pense que même les institutions, elles se doutent que c'est pas tout le monde qui respecte les règles. Mais est-ce que ceux qui les fixent les respectent aussi? Ah. Très bonne phrase. Très bonne phrase. C'est un autre sujet. Bah franchement, je comprends quand même pourquoi. Je comprends
un peu pourquoi les aristocrates anglais, du coup, ils voulaient pas qu'il y ait d'argent dans le football. Parce qu'en fait, tu vois que le foot, ça a perdu totalement son essence sportive. C'est vrai que c'est l'argent qui fait que le foot soit divertissant à regarder, mais en même temps, il y a beaucoup de personnes, par exemple, les anciens, nos papas, etc., ils vont dire qu'ils préféraient le football d'avant. Et je pense que c'est parce que, du coup, c'était beaucoup moins business que maintenant. Ouais. Clairement. L'économie du football ne fonctionnerait pas sans le mercato et on va un peu comprendre du coup son fonctionnement. Est-ce que tu peux expliquer pour ceux qui savent pas déjà c'est quoi le mercato? Le mercato, c'est la période officielle où les clubs peuvent s'acheter, se vendre ou se prêter des joueurs. Pourquoi il y a un mercato d'été et un mercato d'hiver? En vérité, il y a deux mercatos, mais il y en a un qui est un peu plus important, un peu plus conséquent, c'est le mercato d'été, parce qu'il arrive à la fin de la saison et il est avant le début de la saison d'après. Donc c'est là où tu fais tes investissements. Et c'est là où il y a beaucoup plus d'argent et de transactions. Et le mercato d'hiver, lui, il arrive plus en ajustement. Il va couvrir par exemple une blessure ou un changement de tactique. Par exemple, si tu défends avec 2 centrales et qu'il y a un nouveau coach, ou je sais pas, même le même, il veut changer de tactique, il veut passer avec 3 centrales, bon bah tu peux ajuster l'hiver en prenant un élément en plus. Ou s'il y a une grosse blessure de ton attaquant numéro 1, bon bah tu peux amener un autre attaquant. Donc c'est le mercato d'hiver, il est plus pour ajuster un peu celui d'été. Ajuster l'équipe, ouais. C'est Ouais. ça. Et il est moins important du coup. Ouais. Ah ouais. Genre tout le monde sait qu'il est moins important, quoi. Ouais. Mais par exemple, tu vois, il y a le mercato d'hiver, il peut être aussi intéressant à l'approche de compétitions comme par exemple la Coupe du Monde. Tu vois, on a la Coupe du Monde en fin d'année, donc t'en as qui vont faire des investissements dès 6 mois avant, cet hiver-là par exemple. On a eu des transactions qui se sont basées sur le fait que les joueurs qu'ils achetaient l'hiver allaient prendre de la valeur l'été parce qu'ils allaient faire la Coupe du Monde. Okay. Donc c'est de l'ajustement en fonction de ce qui arrive dans le football. Concrètement, comment on évalue la valeur marchande d'un joueur? En fait, c'est compliqué. Quand on parle de valeur, c'est compliqué parce qu'elle est subjective. Tu vois, si demain, la direction du PSG, elle estime que Désiré Doué, il vaut 90 millions, il vaut 90 millions sur le marché. Si elle estime qu'elle vaut 120, bah, le prix sera de 120. Donc c'est assez compliqué parce que ça dépend toujours de celui qui la fixe et c'est une valeur subjective par nature. Mais il y a des éléments, quand nous on regarde le foot dans de manière un peu plus précise, il y a des éléments qui peuvent influencer cette valeur-là. Tu regardes les statistiques, tu regardes l'âge. Quand tu regardes l'âge, tu peux un peu estimer le potentiel. Un joueur qui est jeune, qui a 16 ans, 17 ans, on va automatiquement se dire que quand même on va pas mettre non plus énormément d'argent sur lui comme on mettrait sur celui qui a 21 ans, 22 ans. Ou inversement, un joueur qui a 20, 21 ans, on va mettre plus d'argent parce qu'il va durer plus longtemps qu'un joueur qui a 32, 33 ans où là tu prends plus de risques peut-être de blessures ou de motivation où là peut-être tu auras moins d'argent. Ça dépend, ouais. Globalement, on regarde l'âge, les statistiques, on regarde aussi un élément qui est important, le nombre d'années qui lui reste dans son contrat. Okay. Tu vois, par exemple, et c'est ce que fait bien Chelsea en vérité, ils font aussi de bonnes choses, mais ils prennent un joueur, ils lui font signer 5-6 ans. Du coup, ils ont quand même le contrôle sur sa valeur marchande. Parce que pendant 5 ans, tu vas devoir acheter à Chelsea le joueur. Et donc, s'il y avait un contrat de 1 an ou 2 ans, au bout d'une année, tu peux le prendre libre l'année d'après. Ouais. Donc, ça dépend aussi de ça. Quand tu as un joueur qui lui reste 1 an de contrat, son prix, il est bradé. Et quand tu as un joueur qui lui reste 4-5 ans de contrat, le club est assez à l'aise avec ça. Et du coup, si tu veux le déloger, il va falloir payer un bon transfert. Est-ce que tu penses que les clubs, ils regardent un peu les réseaux sociaux et comment les spectateurs sont sur les réseaux sociaux? Genre, est-ce que tu penses qu'ils vont regarder des tweets? Qu'est-ce que ça dit de tel ou tel joueur? Et quand je vois qu'ils disent ça, je pense qu'on peut quand même augmenter un peu la valeur marchande. Ils vont regarder la valeur. Donc, s'il y a des éléments qui peuvent faire en sorte que sa valeur augmente et qui peuvent en tirer plus de revenus, ils seront prêts à mettre plus d'argent sur le chèque parce qu'ils pensent pouvoir le retrouver. Ouais. Et inversement aussi. Ça peut être le cas dans le cas inverse aussi. Et du coup, tu as parlé de plein de caractéristiques qui font que on évalue la valeur marchande de quelqu'un. Ouais. Et ça veut dire qu'en fait, 2 joueurs qui ont le même niveau, le même talent, peuvent ne pas valoir la même somme sur le marché. Bien sûr. Okay. En fonction de la durée de leur contrat, en fonction de ce qui se dit sur les réseaux, sur les marques qu'ils ont déjà et qu'ils peuvent avoir. Ouais. D'ailleurs, avant les années 2000, et peut-être même un peu après, il y avait quand même une certaine confidentialité autour des négociations des contrats, autour des transferts. Maintenant, on peut voir juste la valeur marchande d'un joueur, on peut la voir sur Transfermarkt ou dans des articles de journaux. Est-ce que déjà tu trouves qu'il y a maintenant une surexposition des chiffres? Franchement, non. Ah ouais? Ouais, franchement, non. Moi, je suis quelqu'un de... Moi, je suis pas du genre à tout critiquer. Tu vois, le marché, il évolue. Maintenant, il y a des algorithmes, des programmes qui, en fonction de tous ces critères-là, ils vont estimer une valeur. Ils peuvent l'estimer. Après, est-ce que ça fait forcément que le joueur vaut ce prix-là?
Bah non, parce que ça dépendra toujours des négociations entre les clubs à la fin, tu vois. Un transfert, c'est un deal qui est négocié entre un club et un club. Donc on peut dire ce qu'on veut, on peut dire non, il vaut plus, il vaut moins. À la fin, ça reste une négociation entre deux tables. Mais justement, entre deux tables, entre un club et un club, moi j'ai entendu récemment que Ousmane Dembélé, son agent avait parlé avec, enfin son clan, son agent, je sais pas, ils ont parlé avec City. Est-ce que tu trouves que c'est normal que nous, les spectateurs, on sache des choses comme ça en fait? En fait, il y a de tout. Il y a des fois où ce sont des fausses rumeurs. Et des fois, je vais même te dire, des fois, c'est dans l'intérêt des agents. Je dis pas que Moussa Sissoko, qui est le représentant d'Ousmane Dembélé, le fait, mais t'as d'autres agents qui peuvent volontairement faire fuiter une information pour faire augmenter l'offre. Et même des clubs? Ben, bien sûr, oui, bien sûr. On va prendre les deux exemples. Si moi, je suis un club, je veux faire partir mon joueur, mais en vérité, ça prend pas trop. Bon, bah, je vais peut-être faire fuiter son information qu'il y a 2 clubs qui se battent pour lui, pour inciter un 3e à venir dans la danse. Et pareil, moi, si je suis agent, bon, bah, si je veux faire réagir le Paris Saint-Germain, et bah, je vais faire peut-être un tweet via un média ou via n'importe qui pour dire qu'il y a peut-être la Roma qui est intéressée pour donner et inciter le PSG à faire une offre plus vite. Tu trouves que c'est juste ça ou c'est juste le football, c'est le business? C'est du business. C'est du business. Ouais, c'est juste après, il faut pas tout croire. Faut pas tout croire, faut vérifier ses sources, etc. Mais non, en fait, tu peux pas le contrôler. Tu peux pas le contrôler parce que ça dépendra toujours de ce que les gens qui sont au-dessus ont dans la tête. S'ils veulent volontairement faire fuiter une information, c'est qu'ils ont un plan derrière la tête. Et écoute, qu'est-ce que tu veux faire de ça? Tu la prends, tu la commentes, mais tu peux rien y faire. Donc c'est que du business. On connaît un journaliste super célèbre qui nous a Fabrizio Romano. C'est le Here we go GOAT. tout le temps. C'est lui qui nous a un peu, même des fois un peu limite gâché des surprises. Ouais. Est-ce que tu trouves que ce que Fabrizio Romano il fait avec son Here we go, c'est juste du journalisme, on peut rien le reprocher, c'est son métier, ou d'un autre côté, c'est pas bien pour la beauté du football? Moi, je peux comprendre les gens qui s'estiment un peu spoil et qui sont un peu nostalgiques du temps où on pouvait pas directement savoir 2 semaines à l'avance quel joueur le club allait prendre. Mais de l'autre côté, bon bah Fabrizio, il a une page. Si tu veux pas suivre son contenu, tu la suis pas, c'est tout. Moi, je suis pas Fabrizio Romano et bon, je le suivais avant. Bon bah il y a des moments où je le suis pas, je tombe pas dessus, tout simplement. Après, écoute, le gars il fait son métier, il est en investigation dans le sport et il fait son métier. Après, il est du temps qu'il fait pas quelque chose d'illégal, d'interdit. C'est dur de juger quand même. Diffamer, calomnier, etc. Voilà. C'est vrai que... Alors, tu vois, s'il donne des fausses informations volontairement pour nuire à quelqu'un ou à un club, là, je pourrais te dire, bon, bah, ce qu'il fait n'est pas juste. On devrait arrêter de le suivre. Mais après, bon, bah, quand il a une information et qu'il veut la donner à son public, moi, ça me dérange pas trop. Okay. Par exemple, là, ça deviendrait problématique s'il y a des clubs qui font appel à lui pour volontairement faire fuiter quelque chose. Mais après, est-ce qu'il le fait? Je sais Vu pas. comment tu dis que le football c'est business, je me dis que ça peut même arriver, hein, pas forcément avec lui, mais même avec d'autres journalistes. Hein. 100%, non, oui, il y a des journalistes et des médias qui sont payés par des agents, par des familles, par des clubs. Est-ce que du coup, tu trouves que le fait qu'il y a beaucoup de transparence autour des contrats maintenant, est-ce que ça peut changer le rapport de force entre 2 clubs? Oui, oui, dans le bon comme dans le mauvais, oui, bien sûr. En fait, plus il y a de la transparence, plus t'as de cartes en main. Tu vois, quand on s'assoit sur une table et qu'on se dit bon bah on se met d'accord pour combien pour ce joueur. Si la formation elle a fuité qu'il y a un autre club qui veut faire une offre, se positionner pour faire une offre sur le joueur, bon bah ça influence quand même le rapport de force d'un parti ou d'un autre. Ouais. Donc oui, je pense que ça peut changer le rapport de force dans certaines situations. Ouais. Et est-ce que tu trouves que la surexposition, encore une fois, des contrats, ça peut créer une pression supplémentaire dans la tête d'un joueur? Je pense que c'est ça le point numéro 1, c'est qu'on parle quand même d'êtres humains. On parle quand même d'hommes et de femmes qui peuvent après subir des pressions énormes. Il y a quelqu'un qui peut fuiter une fausse information. Je sais pas, un joueur, on fuite une information comme quoi il va être transféré dans un club turc. Il peut recevoir le soir même des milliers de commentaires sous tous ses posts Insta ou des pressions, des messages, etc. Alors que il l'a pas forcément demandé. Donc je pense que ça peut être chiant par moment et ça peut un peu nuire aux sportifs. Après, quand je parle avec des joueurs, il y a quand même beaucoup qui te disent qu'ils essayent de se séparer le plus possible de ce qui se dit sur les réseaux et dans les journaux. Donc bon. Ça veut dire que même le fait que le public sache combien il vaut, sache combien il va être payé, etc. C'est pas, le joueur va pas se dire ah purée, ils savent combien je vaux, ils savent que là si je suis là, je dois faire vraiment
du bon travail. Je suis trop stressée par rapport à ça, en fait. Bah déjà, je pense eux-mêmes savent pas si c'est vrai ou pas. Et dans tous les cas, je pense que le joueur, en tout cas, moi, je sais que les joueurs avec qui je traite, bon bah, ils savent qu'à la fin, ça restera une négociation entre deux personnes. Donc, ce qui se dit sur les réseaux, c'est une vérité. Après, dans la réalité, c'est autre chose. Même moi, je l'ai vécu, hein, des gens avec qui je travaillais quand j'étais leur agent. Bon bah, je voyais une information sur les médias, 100%, je sais qu'elle est fausse. Donc après, on en parle, je dis ah tiens, t'as vu ça, ils m'envoient l'article, etc. Je lui dis bah écoute, nous on avance, on fait notre travail, on est là pour négocier avec les gens qui veulent négocier pour toi. Donc non, je pense qu'au quotidien ça va, tu gères bien. Le joueur doit accepter que c'est un actif. Bah je pense qu'il faut pas le nier non plus. Est-ce qu'il doit l'accepter? C'est pas à moi de le dire en vérité, mais le nier à 100%, ce serait quand même Malhonnête. Ouais, ou du moins être naïf un peu, parce qu'aujourd'hui les joueurs sont des actifs. Les joueurs ils représentent des investissements, ils représentent des actifs. Il y a même pour certains clubs, un joueur c'est une ligne dans la comptabilité, tu vois. Ouais. Et c'est la vérité. Après, est-ce que c'est quelque chose de bien? Je pense pas. Mais après, Ouais, le oui. nier, ça serait quand même Parce que être c'est naïf. limite le fait qu'un joueur puisse valoir de l'argent, pour moi, c'est limite, en fait, on achète quelqu'un, et acheter quelqu'un, je vais pas refaire l'histoire, mais c'est quand même quelque chose de fou. On s'en rend pas compte, mais c'est quelque chose de fou, quand Ouais. même. Ouais. Après, il faut se dire que quand un joueur il vaut beaucoup, c'est parce qu'il ramène beaucoup. Donc, il faut le voir quand même comme un investissement. Les clubs, ils investissent pas aveuglement non plus. Il y a quand même des fois des bonnes logiques. Donc, on va dire que si on t'achète 40 millions, 50 millions, c'est parce que tu vas rapporter aussi au club. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire. Si un club dépense beaucoup, c'est parce que il sait que ça va rapporter beaucoup. Tu penses quoi de toutes les critiques qu'il y a envers les salaires dans le football féminin? Bah écoute, moi je suis quelqu'un, je suis très pragmatique. Je suis une nature pragmatique, je regarde tout le temps par rapport aux faits. Dans les faits, le football féminin, il rapporte énormément moins que le football masculin. Donc c'est compliqué de dire qu'on doit proposer des salaires qui sont égaux quand les acteurs principaux ne rapportent pas la même chose, tu vois. Donc moi je regarde dans les faits et du coup bon bah c'est dommage. Et encore une fois, il faut pas nier la réalité, il faut pas être naïf. Le meilleur joueur au monde masculin rapporte beaucoup plus que la meilleure joueuse féminin. Donc pour moi, quand on réfléchit dans une logique de club, c'est une logique privée. Et donc c'est les entreprises qui veulent être rentables. Donc jamais je pourrais jeter la pierre à quelqu'un qui paye plus un joueur qu'une joueuse parce qu'il ramène plus. Par contre, sur le football féminin, moi où là je trouve que c'est pas normal par exemple, c'est quand c'est par exemple au point de vue des nations. Quand on a des primes pour les joueurs et les joueuses, quand il y a des différences. Parce que là, quand tu réfléchis par rapport à une nation, c'est plus un business. Quand tu représentes ton pays, c'est pas un business. Voilà, c'est un symbole. Donc là, pour moi, ouais, c'est scandaleux. Quand tu as une équipe masculine pour la même compétition, tu vas jouer l'Euro, tu rapportes, tu gagnes bien plus en prime, alors que tu vas jouer pour ton pays. C'est pas un travail, c'est pas pour ton business, tu vois. Donc oui, là, je pense quand même que les primes, elles doivent être égales. Je suis totalement d'accord avec toi sur tout ce que tu as dit, qu'il y a des personnes qui sont un peu malhonnêtes, encore une fois, en disant que oui, pourquoi elles n'ont pas le même salaire, parce qu'en fait, même au sein d'un même vestiaire, il va y avoir des salaires différents dans une équipe masculine. Bien sûr. Mbappé, c'est pas tout le monde qui avait son salaire au PSG, c'est pas tout le monde qui a son salaire au Real, tu vois. Moi, ce que j'aime pas, c'est le manque de respect envers les joueuses. Quand, par exemple, il va y avoir l'équipe nationale qui va jouer un match diffusé sur cette chaîne, mais qu'au final, on le déplace pour une autre équipe, alors que c'est pour une compétition majeure quand même, l'équipe féminine, elle est en train de jouer. Là, je me dis qu'en fait, c'est un manque total de respect. C'est un manque de considération, c'est un manque de respect et moi je suis d'accord avec toi. Et surtout laisser les journalistes, certains journalistes dire dans les radios des choses vraiment pas bien sur les femmes, sur le football féminin. Ils sont censés être des journalistes et pas critiquer au point d'être méchants, quoi. Non, mais après je pense que ça fait partie quand même de la globalité de ce qu'on vit dans notre époque avec les réseaux, etc. On veut du contenu viral, donc on va être un peu plus trash, etc. Mais non, des fois, oui, il y a des gens, ils pètent les plombs, ils disent des conneries, tout simplement, tu vois. Moi, je dis souvent aux gens avec qui je travaille, je suis pas quelqu'un de gentil, mais je suis pas quelqu'un de méchant, je suis quelqu'un de juste. Donc, il faut réfléchir de manière honnête. Si tu me dis ça, je vais avoir peur de toi, je suis pas quelqu'un de gentil. Non. En tout cas, il te protège, le nounours. Mais non. Moi, je suis pas méchant, mais je suis pas gentil, je suis juste. Ouais. Ça veut dire, quand il faut dire la vérité, il faut dire la vérité. Si demain, il y a une joueuse qui ramène plus qu'Mbappé, je serais le premier à dire qu'elle doit gagner plus qu'Mbappé, simplement. Exactement. On doit toujours avoir du respect envers les deux sexes. C'est ça. Et ça, c'est dans tous les sujets, même hors foot. Ça, oui. Pour moi, la base, c'est le respect. Donc, rien, en tout cas, ne peut justifier des attaques ou des insultes, quel que soit le sujet.
Ok. Merci beaucoup, c'est très bien ce que tu as dit. Ouais, écoute, c'est Je mon te avis. valide. Est-ce que tu peux expliquer concrètement comment se passe un transfert? Qui va contacter qui? Après, il y aura quoi? Comment ça se passe tout simplement? Bah, comme j'ai dit, un transfert, c'est une négociation entre deux clubs. Ok. Donc, tu as un club acheteur, tu as un club vendeur. Ils se mettent d'accord sur un montant de transfert. Après, il peut y avoir des clauses, hein, bien sûr. On peut se dire, bon, bah, on va te payer, on va se mettre d'accord pour que je t'achète ce joueur-là pour 50 millions. Ça, c'est la base. Donc, on se met d'accord sur un prix. Après, aujourd'hui, il y a beaucoup de clauses. On peut peut-être te dire, bon, bah, au lieu de te donner 50 millions, je vais te donner 30 millions, l'année prochaine 20 millions. Ça correspond à quelle clause? Bon, ça, c'est des clauses de paiement, tout simplement. On va te donner par exemple, il y en a qui vont acheter par exemple directement 50 millions et t'en as qui vont te dire, on va te payer 50 millions en tout, mais ça va être sur 2 ans, sur 3 ans. C'est un amortissement du coup. Exactement. Ok. Un échelonnage. Donc non, ça c'est pour revenir sur la base du transfert, ça reste une négociation entre un club acheteur et un club vendeur. Et ça vient comment? Ça vient soit du club. Donc je suis un club et je veux transférer, enfin je veux acquérir ton joueur, donc je vais devoir négocier avec toi, le club qui le possède. Ou des fois c'est l'agent. Ou là c'est nous, du coup on va proposer directement le joueur à un club en leur disant bon bah voilà, on a ce joueur-là qui est disponible à ce prix-là. Si vous estimez qu'il le vaut et que vous voulez acquérir le joueur, bon bah là on met en relation encore une fois le club acheteur, le club vendeur. Et après ça, il va se passer quoi en fait? Des négociations. Des rendez-vous, tout un des rendez-vous dans toute la semaine là. Bah ouais, ça dépend après du montant, etc. Mais oui, ça restera des rendez-vous, de la négociation. On va essayer de se mettre d'accord. Tu vois, si je suis un club, imaginons moi je suis le PSG, j'ai envie d'acheter un joueur à l'OM, non pas à l'OM. C'est très rare, quoi. Hein. Ouais. Mais ça s'est fait. À Rennes, Mhm. à Rennes. Je vais connaître automatiquement l'agent de tel joueur. Ils se Non, pas connaissent tous. forcément. Si t'es le PSG, tu vas soit directement parler avec les représentants de Rennes, Ok. ou soit tu vas Voilà. parler avec l'agent du joueur en question. Mais la base d'un transfert, c'est une négociation entre les clubs. Ouais. Donc des fois, oui, t'as des agents qui sont influents, ils peuvent même faire partie, ils sont partie prenante des négociations, tu vois, parce qu'ils ont du poids dans la négociation. Et mais la base, c'est quand même un club qui veut se séparer d'un joueur, qui va proposer un joueur à un tel montant. Et ce sera au club acheteur de négocier ou de l'accepter, tu vois. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent des fois confondre le prix du transfert et le salaire. Bien Est-ce sûr. que tu peux expliquer la différence, toi qui es agent, quand tu vas discuter avec un président de club, c'est quoi la différence dans la négociation pour le prix du transfert et la discussion pour le prix du salaire? Bon, on va faire de manière simple. Quand toi t'es agent et que ton joueur va être transféré, bon bah tu vas d'abord faire en sorte que les deux clubs se mettent d'accord sur un transfert. Donc voilà, le club A va vendre son joueur au club B pour tel montant. Après, quand le club A il dit ok c'est bon j'ai mes sous, je vais pouvoir le vendre. Bon bah celui qui l'a acheté, il faut bien qu'il le paye. Et donc c'est une autre négociation. Et là c'est avec toi, en tout cas le représentant du joueur. Où là tu vas dire bon ok on a acheté ce joueur, on aimerait quand même se mettre d'accord sur le futur et combien il va gagner pendant les années dans lesquelles il sera avec nous, tu vois. Donc c'est vraiment deux négociations à part. T'en as une qui se fait avec le club vendeur et t'en as une qui se fait avec le joueur ou le représentant du joueur. Est-ce que gros montant du transfert égale automatiquement gros salaire? Bah je pense que souvent un joueur qui coûte cher en transfert, il vaudra cher en salaire aussi, mais il y a des exceptions. Ok. Il y a des exceptions. Par exemple, tu vois un joueur qui est par exemple à 1 an de son contrat, il va valoir moins cher parce qu'il est dans quelques mois il sera libre. Donc le club va se dire ok bon bah je vais quand même récupérer au moins cette somme là. Je vais pas le vendre à plein pot, mais je vais récupérer un premier chèque quand même. Donc des fois tu as des joueurs qui sont un montant de transfert moins important que ce qu'ils méritaient, mais qui restent avec quand même un bon salaire, tu vois. Ouais. Ok. Et il y a aussi les joueurs libres où là en fin de contrat, là tu as 0 transfert. Par contre tu peux avoir un très gros salaire. Par exemple Mbappé, il arrive pour 0 € au Real Madrid. Dingue. C'est ouf, tu vois. Dingue. Il arrive pour 0 € au Real et bon bah c'est le joueur le mieux payé du club. Tout à l'heure, tu avais parlé de Chelsea, parce que Chelsea, c'est vrai qu'ils font des contrats trop longs. Non, pas trop, je sais pas si c'est trop, mais ils font des contrats vraiment longs quand même. Genre, Ouais. T'avais un peu expliqué c'était quoi l'intérêt pour un club de faire un contrat long. Est-ce que tu peux encore plus approfondir et nous faire comprendre pourquoi, dans ton intérêt, toi qui es président de club, tu dois imposer un contrat long aux joueurs et à l'agent? Bah déjà ça dépend des joueurs. Ça dépend des joueurs parce que quand tu imposes un contrat long, c'est pour les sécuriser dans leur club à eux. Parce que si tu prends un jeune qui est prometteur et tu le fais signer 5-6 ans, et bah peut-être que si tu l'avais laissé un contrat de 2 ans, il va peut-être pas avoir le temps de se développer à son plein niveau quand il sera chez toi et il partira libre ou pour pas trop quand il sera à son apogée. Alors que si tu lui fais un salaire mais sur un contrat de 5-6 ans,
bon bah là tu vas avoir le temps de le développer. Ouais. Et peut-être qu'à un moment, peut-être sur la 3e année, il va éclore. Et c'est là où tu pourras faire ta plus-value. Mais parce que du coup, tu vas proposer un contrat plus long. Mais qui dit contrat plus long, dit paiement plus important. Tu vas quand même devoir les payer les années en plus. Ouais, Hein. c'est ça. Donc tu te mets quand même en jeu. Est-ce que c'est un avantage pour vous, les agents, d'avoir un contrat long ou un désavantage? Bah, si on réfléchit de manière Business. business, pour les agents, oui. Parce que toi, ta commission, elle est due. Oui, du coup, désavantage ou avantage? Bah, en fait, c'est simple. Ta commission, elle est basée sur le nombre d'années de contrat. Donc, si tu prends 10% sur un salaire, bah, tu le prends sur le salaire par an. Donc, s'il y a un contrat de 5 ans, bon, bah, c'est plus important que s'il y avait sur 3 ans. Par contre, moi, je te le dis, en tout cas, moi, comment je travaille, je réfléchis toujours sur est-ce que c'est le bon choix pour mon client. Donc, si je sens que 5 ans, c'est peut-être lucratif pour ma société, mais que c'est pas le meilleur choix pour son plan de carrière, bon, bah, il faut dire non. Il faut juste négocier un contrat qui est plus avantageux pour son client, tout simplement. Pourquoi son plan de carrière? Parce que peut-être qu'il a besoin aussi d'avoir une porte de sortie au bout de 2-3 ans avec un prix moins cher ou voire libre pour pouvoir après peut-être trouver un nouveau projet. Et que s'il est, on va pas dire enfermé, mais s'il est sécurisé pendant 6-7 ans dans le même club, bon bah ça devient un peu plus compliqué pour négocier une prolongation par exemple, tu vois. Peut-être que tu vas vouloir le faire avec un contrat de 2-3 ans pour pouvoir après permettre à ton joueur d'avoir une revalorisation de son contrat et d'avoir un meilleur contrat dans 2 ans, tu vois. On avait parlé de Mbappé, tu avais parlé de Mbappé, du fait qu'il était parti pour 0 €, mais Ouais. qu'il est le mieux payé du Real Madrid. Ouais. Est-ce que tu penses que le PSG, avec un mot poli, se serait pas fait berner entre guillemets par Mbappé, je sais pas si c'est poli, Oui. si ils avaient opté pour la méthode de Chelsea, donc de faire un contrat ultra long? C'est là où le football est intéressant. En fait, il faut juste revenir à ce qu'on disait plus tôt. Est-ce que tu veux parler de rentabilité ou est-ce que Mbappé c'était plus qu'un joueur? Quand on revient un peu sur le début, est-ce que Mbappé c'était plus qu'un joueur? Est-ce que c'était une figure aussi pour l'État du Qatar? Donc au final, peut-être que si on parle business simple, bon bah tu perds Mbappé sans avoir fait de plus-value sur le transfert. Mais peut-être que tu en as profité un peu plus que sur le sportif. Et donc tu es aussi gagnant sur autre chose. Tu vois, sur la réputation du joueur, sur l'influence du joueur. Je pense que ça dépend toujours du club et de ses moyens et de ses envies. Toi, si t'étais conseiller de Nasser, tu lui aurais pas dit, s'il avait eu un contrat long, franchement, il serait pas parti libre du coup? Si j'avais été le conseiller de Nasser, je leur ai dit bon, il faut faire de l'argent sur ce transfert-là, donc il faut en tirer quelque chose. Mais si tu le mets à ce moment-là, si tu le prolonges, bon bah tu le prolonges avec quand même une grosse prime, un gros salaire, etc. Donc ça t'aurait coûté aussi, tu vois. En fait, le problème avec cette histoire, c'est que Mbappé, il l'avait dit, je prolonge, mais sans contrat. C'est ça qui m'étonne en fait, qu'il n'y ait pas eu de contrat qui ait été signé en fait par rapport à cette parole. Moi sur ça, je préfère toujours me mettre en retrait parce qu'il y a beaucoup de De sujets. fake news, c'est ça? Bah ouais, c'est ça en fait. Il y a beaucoup de sujets qu'on ne maîtrise pas. À la fin de la fin, ça reste une discussion entre le club et le clan du joueur. Et personne à part le joueur et le club sait vraiment ce qui s'est passé. Donc chacun il a donné sa version des faits. Après voilà, le club s'il voulait vraiment le prolonger à tout prix, ils auraient fait peut-être un contrat irréfusable. Et si le joueur il voulait proposer une opportunité de sortie pour le PSG, bah il aurait signé. Enfin il y a plein de scénarios faisables. Mais ça, on les maîtrise pas. Ouais. La seule chose qui s'est passée, c'est qu'il y a eu une conversation entre ces deux parties. Et bon, bah, ça s'est pas fini sur une note positive. Mais bon, ça restait des négociations, quoi. J'aimerais bien revenir sur le fait que le football maintenant est surexposé. Tu trouves que la surexposition, parce que pour moi c'était vraiment une surexposition, il y a eu vraiment un engouement médiatique mais énorme autour du triangle amoureux, hein, Real Madrid, Kylian Mbappé et PSG. Ouais. Très belle histoire d'amour, oui, un peu tragique, un peu. Ouais, un peu quand même. Un peu beaucoup. Est-ce que tu trouves que cette surexposition, ça a changé le rapport de force entre Kylian Mbappé et les deux clubs? Que Kylian avait peut-être même plus de pouvoir? Sportivement, il est à ce moment-là le meilleur joueur du monde ou un des meilleurs joueurs du monde. Il rapporte énormément. Il a une grosse audience. Il a un potentiel de revenus énorme. Donc c'est une bombe économique et sportive. Donc forcément que tu le veux à tout prix et que tu es prêt à faire des gros compromis. Donc je peux comprendre que là, à ce moment-là, ouais,
Kylian Mbappé, il avait un rapport de force. Je pense qu'à ce moment-là, lui, il a choisi le Real parce que c'était son rêve. Mais à ce moment-là, je pense que tous les clubs qui pouvaient l'avoir, il aurait aimé l'avoir, tu vois. Donc, quand t'as tous les clubs du monde qui veulent te prendre, Tu te sens puissant. tu te sens puissant. Mais à ce moment-là, il est puissant. Il est puissant, hein, c'est incontestable. Il est très puissant d'un point de vue stats, il est très puissant d'un point de vue influence. Donc non, il est puissant. Et c'est pour ça qu'il avait le rapport de force. Emmanuel Macron, carrément, il a fait déplacer Kylian jusqu'à l'Élysée C'est ouf. pour le dissuader de partir. Ouais. Pour toi, ça représente quoi ce geste? Ça me soulage un peu parce que ça me donne un peu du coup raison et ça résume un peu tout ce qu'on vient de dire. Exactement, c'est ça que je me C'est dis. que c'est plus que du sport. Carrément, on a un chef d'État qui va parler à un joueur de foot pour essayer de le faire rester et prolonger au Paris Saint-Germain. Donc c'est quand même quelque chose d'étonnant parce que c'est quand même un chef d'État. D'autres pourront te dire qu'il y a deux sujets plus importants qu'aller voir un joueur de foot, tu vois. Ouais. Mais comme je t'ai dit, je pense que le président de la République, il est au courant que Kylian Mbappé c'est beaucoup plus qu'un joueur, c'est une icône. C'est une icône et c'est un ambassadeur. C'est du soft power, tu vois. Ouais. Et peut-être que il a trouvé que c'était une bonne idée d'aller quand même essayer de le retenir en France. Kylian, aujourd'hui, c'est plus un athlète. C'est plus qu'un athlète. C'est plus qu'un athlète, ouais. C'est, comme c'est dit, déjà, c'est le capitaine de l'équipe de France. C'est une icône nationale et mondiale. C'est un des joueurs les mieux payés au monde. Il a un statut très, très important. Il porte les marques les plus importantes sur lui. Donc, il a un statut très important dans notre société aujourd'hui. Et c'est clairement plus qu'un joueur de foot. T'as des gens qui ont des visions différentes sur ce qu'il peut apporter dans un groupe. Là, on arrive à une situation où c'est comme un patrimoine. Regarde, maintenant, on parle de projet Mbappé quand on fait des enfants, tu vois. Donc, je pense que ça résume bien que c'est plus que... C'est une icône, en fait. Cette affaire-là, elle nous a montré que le joueur pouvait avoir, du coup, plus de pouvoir ou autant de pouvoir que les deux clubs qui sont en train de négocier. Est-ce que tu penses que ça va influencer même les négociations futures? Ouais, je pense qu'on va avoir... tu vois, je pense qu'il y a les joueurs qui vont réunir performance sportive et audience et potentiel économique, ils auront toujours un pouvoir assez important et un rapport de force qui va quand même être bénéfique pour eux. Tu vois, un Lamine Yamal, tu vois, je pense que dans la négociation, ça pèse, tu vois. Et t'as des exemples pas forcément que jeunes, tu vois, un Ronaldo, ça reste quand même Ronaldo, un Lionel Messi, ça reste un Lionel Messi. Donc, ouais, t'as des joueurs qui, par leur statut, sur le terrain et en dehors du terrain, font qu'ils représentent énormément et qui pèsent sur la balance et sur le rapport de force qu'ils peuvent instaurer quand même. En vrai, ça fait quand même quelques années, non, pas quelques années, encore une fois, je pense dans les années 90, ouais, c'est 90, il y avait eu la loi Bosman qui avait été créée et c'est cette loi un peu qui a permis que le joueur, il puisse avoir plus de pouvoir que les clubs. Ouais, ça a permis d'instaurer un peu cette base-là, mais je pense que le plus important, c'est combien tu ramènes. À la base, à la fin de tout, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et quand tu ramènes beaucoup d'argent, tu as quand même un rapport de force évident. Par exemple, Kangin Lee, qui est un joueur du Paris Saint-Germain, il est remplaçant, tu vois, il est même pas titulaire. Par contre, il pèse quand même sur les revenus du club. Il est dans le top 3 des maillots les plus vendus. C'est factuel. C'est un élément qui pèse dans la balance pour les négociations, tu vois. Et l'arrêt Bosman, ça a aidé, mais à la fin, c'est combien tu peux ramener, tu vois. Et je pense que c'est ça le plus important. Ok. Bon, pour finir, j'aimerais te poser une question parce qu'en fait, tout à l'heure, tu avais dit que il y a des agents qui peuvent avoir plus de pouvoir, voire autant que de pouvoir que des clubs. Il y a des agents dont on entend beaucoup parler, c'est Mino Raiola, paix à son âme, et Jorge Mendes. Est-ce que tu peux expliquer qui sont ces personnes? Pourquoi elles ont révolutionné le métier d'agent carrément? Bon, en fait, c'est des figures très importantes dans le milieu des agents de football. C'est parce que je pense que c'est les premières personnes qui ont réussi à avoir des relations plus que privilégiées avec les décideurs des clubs. Et ils avaient du pouvoir dans l'organisation et dans la direction de ces instances-là. Donc c'est des personnes qui ont, grâce à des relations très privilégiées avec les décideurs, ils ont pu avoir de l'impact sur les décisions, sur les transferts, sur même les renégociations, sur beaucoup de choses. C'est des exemples un peu où toi t'es juste ton exemple à toi-même? Non, moi je suis moi-même. Moi je travaille pour moi-même. Je suis en train de mettre en place un modèle. C'est des gens que je respecte énormément parce qu'ils ont fait beaucoup de choses et je pense qu'il faut pour tout le monde de l'humilité. Donc je respecte énormément ce qu'ils ont fait, mais moi je suis très content de ce que je fais, je suis très confiant pour la suite. Donc moi j'ai envie de faire le meilleur accompagnement pour les joueurs et les coachs et les clubs que j'accompagne. Et j'ai envie de préciser, c'est l'un des plus jeunes agents de joueurs professionnels. Quand j'ai passé la licence et que je l'ai obtenue, on m'a précisé du coup que j'étais le plus jeune actif
agent français actif dans le monde. Incroyable. Bah, merci beaucoup Loaï pour cette discussion. Merci J'en ai à toi. beaucoup appris encore plus que ce que je savais déjà. C'est Et top. tu vas revenir, hein, t'inquiète pas. J'espère vas revenir avec plein de nouvelles anecdotes et plein Ouais. d'histoires.